Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On aime vous faire découvrir des parcours d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est une femme qu'on va vous présenter, Adélie Curté, une jeune femme de 26 ans qui a fondé une marque de bijoux d'oreilles nébuleuse que l'on reçoit au micro de Sud Radio. On va parler de son parcours, de ce qui lui a donné envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Adélie. Bonjour. Jeune femme de 26 ans, comme je viens de le dire, qui a abandonné, entre guillemets, ses études pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est vrai que c'est pas commun. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas toujours encouragé comme ça, aussi jeune. Non, ça c'est sûr. Oui, j'ai tout de suite voulu me lancer dans l'entrepreneuriat parce que dans mes études, on n'est pas forcément poussé à entreprendre. Voilà, l'université, c'était pas trop ce qui me plaisait. Moi, j'avais au fond de moi cette envie de créer quelque chose, donc je me suis lancée. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette marque nébuleuse? Expliquez-nous justement ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Donc Nébuleuse, c'est une marque de bijoux d'oreilles à accumuler. Donc l'idée, c'est de créer ses propres compositions, acheter ses bijoux à l'unité. Et donc, comment c'est venu, c'est que voilà, j'étais étudiante à cette époque et j'étais percée aux oreilles. J'avais deux problèmes. C'est que le premier, j'avais vraiment du mal à cicatriser. J'avais des infections. Voilà, je vous passe les détails. Et puis le deuxième, c'est que les bijoux qu'on m'avait posés, donc c'était les bijoux de première pose, sont vraiment pas élégants. Pas esthétique, c'est-à-dire que c'est des bijoux, vous savez, tout simple, tout... Mais en général, c'est pas plutôt de l'or plaqué ou de l'argent plaqué? Non, c'était des bijoux, donc soit en titane, soit en acier chirurgical, mais c'est couleur vraiment acier, enfin c'est très très brut. Et moi, je rêvais de créer mes propres compositions de bijoux dorés, un petit peu scintillants, etc. Et donc voilà, je ne trouvais absolument pas mon bonheur sur le marché français, ni dans les centres perceurs, ni dans les boutiques, ni en ligne. Je passais beaucoup de temps aussi en ligne sur mon ordinateur. Étant étudiante et voilà. Et sinon il y avait des très beaux bijoux qui existaient brillants en or et en diamant, mais évidemment je pouvais pas me les offrir. Là c'est un peu autre chose, c'est un autre niveau. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc ça c'est étonnant, c'est-à-dire qu'en fait en bijoux piercing au niveau de l'oreille et du lobe, c'est vrai qu'il n'y avait pas de proposition intéressante, enfin un peu coquette quoi. Exactement, c'est des bijoux donc soit bruts comme je vous le disais au départ, donc tout simple, tout standard. Ou alors, évidemment, c'était l'ancien style un peu gothique, un peu rock, tête de mort, flamme, etc. Et donc, bon, c'est pas trop mon style, c'est pas trop ce que je cherchais. De là à créer une entreprise, parce que bon, voilà, l'étudiante classique va dire, bon, bah, ça n'existe pas. Bon, tant pis, je vais mettre autre chose. Et vous, non, je vais créer le produit. Je me suis dit, mais c'est fou que... Bon, on était en 2019, et bon, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je disais, c'est fou qu'en 2019, il n'existe pas encore de marque qui propose ça, parce que c'est quand même... Il y a une grosse demande. Moi, je demandais aussi à mes copines qui étaient percées également, où est-ce que vous trouvez vos bijoux? Et elles me disaient toutes, mais en fait, on n'en trouve pas. Et je me dis, bon, bah, si personne ne le fait, moi, j'ai envie de me lancer. En plein Covid. C'était juste avant le Covid. Mais effectivement, bon, le Covid nous a beaucoup aidés parce qu'on a commencé en ligne, sur une boutique en ligne. Donc, ça nous a beaucoup aidés. On s'est lancé sur les réseaux sociaux. Moi qui étais beaucoup sur Instagram aussi à l'époque, ça a commencé comme ça. Alors justement, vous avez l'idée. Après, il faut trouver... il faut le fabriquer, il faut le designer, il faut pouvoir... Quelles ont été les parties les plus compliquées pour mener à bien cette entreprise? Quand on crée une entreprise, c'est quoi le plus compliqué? C'est se lancer. Hein. Vraiment se lancer, se dire qu'on en est capable. Moi, je viens d'une famille pas du tout entrepreneur, mais vraiment pas. Ma maman était conseillère d'orientation. Voilà, donc pour elle, il fallait que je continue les études. C'était pas du tout ce qu'elle me suggérait de faire. Et du coup, voilà, c'est vraiment se lancer. Surtout que moi, j'ai vraiment pas un parcours scolaire très... Enfin voilà, j'ai redoublé mon bac. J'étais en éco-gestion, mais un peu comme ça, en me disant bon, je vais peut-être finir par trouver ce que je veux faire plus tard. Donc, je me suis dit en fait, j'avais tout à perdre. Donc je me suis lancée en fait. À ne pas tenter l'aventure. Exactement. Vous étiez pas faite pour les études longues, voilà. Pas spécialement envie de travailler comme salarié dans une entreprise. Exactement. Et du coup, donc, je me suis dit, il y avait tout à gagner. J'ai envie de créer la marque de mes rêves en fait. Donc, après, il faut le dire, vous avez trouvé la bonne association. Vous êtes associé avec une personne qui avait un profil
très différent de vous. Ça, c'est aussi important. Absolument, ouais. Mon associé, Mike Wilkens, il a un profil beaucoup plus entrepreneur, plus ingénieur. Lui, il a continué ses études. On a commencé, on avait le même âge. Il a continué ses études. Il a fait un double diplôme, ingénieur business aux mines de Saint-Étienne. Moi, j'ai arrêté pour me vouer à 100% dans la marque, heureusement, parce que sinon, on n'aurait jamais eu le temps de tout développer. Mais effectivement, on a une très, très belle symbiose entre nous deux. C'est-à-dire que moi, j'ai un profil plus créa, plus produit, marque et client. Et lui, c'est plus business, grosse, comment développer tous les projets. En fait, il y a un peu la rêveuse et le réaliste. Donc, on contrebalance beaucoup entre nous deux. Alors, après, il a fallu créer ces bijoux. Donc, c'est vous qui les designez, vous avez fait ouais. Et du coup, alors, ils ne sont pas fabriqués en France. Vous avez commencé par une fabrication en Asie. C'est ça. Pourquoi ne pas avoir privilégié le territoire français? Est-ce que vous les avez tentés ou même pas du tout? Alors, j'ai effectivement fait mes recherches pour développer, parce qu'en fait, on propose de l'argent. Donc, c'est possible de fabriquer des bijoux en argent en France. Après, il faut voir le coût de revient, évidemment. Mais je voulais aussi proposer donc, des piercings. Donc, il y a soit l'acier inoxydable, soit le titane. Et il n'y a absolument aucune usine française capable de produire ces bijoux avec une telle finesse. Et en plus avec d'aussi gros volumes, parce qu'on a beaucoup de clients, on fait beaucoup de commandes. Donc ça nécessite une production en grand, quoi. Ouais. Et en France, c'est vraiment pas possible du tout. J'ai aussi regardé un petit peu l'Europe, et pareil, il n'y a pas encore d'usine capable de soutenir une telle production. Et alors, une fois qu'on a l'idée de finalement produire en Asie en se disant que voilà, ils pourront répondre à ma demande dans des coûts de revient qui seront plus simples pour moi pour commencer et puis surtout faire des gros volumes. On fait quoi? On commence à faire des recherches sur les réseaux, sur Internet, à distance. On doit se déplacer sur le territoire. Comment vous avez fait pour trouver les bons partenaires? Avoir confiance aussi, être sûr de... Ben ouais, on a testé plusieurs usines, donc on a fait des demandes, on a envoyé des dessins, on a aussi sélectionné sur leur catalogue, parce que souvent les usines ont chacun un peu leur catalogue de produits déjà finis. Donc on a demandé des échantillons, on a fait des tests, etc. Et puis on a trouvé notre usine avec laquelle on continue de travailler aujourd'hui, ça fait 5 ans. Et... Il y a une vraie réactivité, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites des demandes et puis assez rapidement, vous avez des prototypes, quoi. Ah, et oui, à partir oui. de là... Ah oui, c'est vraiment, la communication est excellente. C'est vraiment un bonheur de travailler avec eux. Non mais c'est terrible parce qu'on a souvent des entrepreneurs qui nous disent que parfois quand ils sont jeunes, ils ont du mal à convaincre sur le territoire français. Parce que quand on est jeune... J'ai eu beaucoup de non-réponses aussi. Ouais. Hein. On voit comme des rêveurs en fait avec ce projet qui paraît un petit peu fou. Alors aujourd'hui, la gamme, elle s'est étoffée, c'est ça au fil des années? Vous en êtes où aujourd'hui? Parce que c'était lancé en 2019. Exactement, 2019. On est en 2024, alors quel bilan vous dressez maintenant Donc ça fait plus de 4 collections par an, donc à peu près 12 références par collection. Donc ça fait déjà un paquet. Et puis, oui, ça fait beaucoup de commandes. Beaucoup en chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires croissant. Aujourd'hui, vous êtes à combien de chiffre d'affaires en moyenne annuel? On a fait 10 millions cette année, en 2024. Avec 10 millions, c'est un beau chiffre. Et à partir de... en général, il y a des... c'est régulier ou c'est comme on a pu l'évoquer régulièrement à Noël, à Pâques, au moment de la Saint-Valentin? Est-ce qu'il y a des moments forts comme ça dans la vie d'un bijoutier, dans le piercing? Là, on est en plein dedans. Donc, ce fameux Q4 de l'année où tous les commerçants attendent cette période. Donc oui, effectivement, toute la période octobre, décembre, donc il y a les fêtes, il y a Halloween, il y a les Black Friday, il y a Noël, donc ça c'est une grosse période pour nous. Et puis sinon c'est assez linéaire, en fait on lance une collection par saison, donc à chaque fois les collections sont attendues, celle d'hiver, celle de printemps. Mais alors comment on fait pour constamment se renouveler? C'est vous qui créez, donc il faut tout le temps s'inspirer. Oui, absolument. Donc la création d'une collection, ça prend à peu près 6 mois. Et j'essaye d'avoir 2 collections d'avance, au moins dans ma tête, pour commencer à les préparer et pas être en retard pour les prochaines. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus alors dans cette nouvelle vie, c'est depuis 2019 maintenant, mais en tant qu'entrepreneur? C'est la liberté de créer ce que je veux. C'est vraiment la liberté d'entreprendre des nouveaux projets. Là, on a ouvert la première boutique en juin. Ça, c'est le genre de... c'est vraiment ce que j'aime, c'est de constamment apprendre. C'est vraiment tout le temps apprendre de nouvelles choses, mettre une nouvelle casquette à chaque étape, déléguer, mettre une nouvelle casquette. Parce que là, c'est encore un autre pas de franchi, là. Créer sa première boutique à Paris, hein, c'est ça?
Et dans le Paris, Marais. c'était important pour vous. Puis le Marais, Oui. j'imagine que c'était vraiment le coin de Paris le plus intéressant Ouais. par rapport à ce que vous offrez. Absolument. Bah oui, c'était un rêve d'ouvrir sa propre boutique, surtout qu'on a maintenant l'occasion de rencontrer nos clients. Et puis en plus, on perce dans la boutique. Donc on a un salon de piercing, on accueille les clients, les mamans avec leurs enfants. Enfin, Ouais. c'est vraiment génial. Vraiment génial. Et c'est quoi la prochaine grande étape alors? La deuxième boutique, en avril. Toujours à Paris, dans Toujours un à autre Paris, quartier, dans le 6e. dans le 6e? Voilà. Et puis plein d'autres collections qui vont arriver. Et est-ce qu'il y a une envie de pouvoir exporter aussi ou Oui, finalement- pas dans un court terme parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en France. J'aime bien connaître ma cible. À qui je D'ailleurs, votre m'adresse. cible, c'est quoi l'âge, le profil type des personnes qui vont acheter vos produits? Alors, j'imagine féminin. Voilà, étant donné que quand j'ai créé Nébuleuse, je me ciblais moi parce que je me cherchais des bijoux. Voilà, je dessine en fait tous les bijoux que je dessine, c'est ce que vraiment je porterai moi. Donc, c'est vraiment des jeunes filles entre 18 et 35 ans, donc jeunes femmes, étudiantes, jeunes cadres qui ont envie de s'amuser, de se faire plaisir. C'est vraiment des cadeaux qu'on se fait à soi-même, à la recherche de nouvelles tendances. Voilà. Et comment votre entourage a suivi cette évolution? Vos parents, qui n'étaient absolument pas entrepreneurs, Ouais. ils ont réagi comment face à justement ce beau succès, quoi? Une entreprise qui s'installe, première boutique, bientôt Ouais, ils sont une très deuxième. Ils sont très fiers. Au début, forcément, mes parents ont eu très peur quand j'ai arrêté mes études. Surtout que vraiment, voilà, pour ma maman, c'était important que je finisse mes études. Attention, en concert d'orientation. Voilà. Donc, elle a eu très peur, mais je pense que j'ai acquis leur confiance. Ils m'ont laissé faire. Ils me parlaient pas trop, ils me posaient pas trop de questions. Puis voilà, ils ont vu que j'avais fait le bon choix, que de toute façon, je suis passionnée, que ça se voit et qu'en fait, tout ce qu'ils souhaitaient pour moi, c'est que je sois heureuse dans mon travail. Et maintenant, ils voient que effectivement, aucun regret de m'avoir laissé prendre mon envol. Dernière petite question, le conseil que vous donneriez justement à une jeune fille comme vous qui a envie de se lancer, mais qui hésite à faire le grand saut? Faut pas hésiter parce que ce que je disais, c'est quand on a tout à perdre, qu'on a tout à gagner, il faut se lancer, il faut vraiment croire en nous parce que si on n'y croit pas, à la moindre difficulté, on abandonne. Donc il faut croire en nous, bien s'entourer aussi, Ouais. avoir des bons conseils autour de nous. Voilà, faut pas attendre en fait, faut se lancer. Merci beaucoup. Merci Adélie Merci, d'avoir Nathalie. partagé avec nous cette belle expérience. Je rappelle que vous avez créé la marque Nébuleuse et vous en êtes déjà à la première, bientôt deuxième boutique. Merci encore Adélie Curté. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et il est temps de partir en balade avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et cette semaine, Thibaut, vous avez décidé de mettre à l'honneur 2 artisans de talent. 2 artisanes d'ailleurs. Ouh, des femmes, Des attention. femmes. Et oui, Nathalie, 2 artisanes, 2 personnalités dans 2 univers différents que j'ai croisés lors du dernier salon du MIF, le salon du Made in France. Outre leur talent, ce qui les réunit, c'est leur ancrage local très fort dans leurs régions respectives et aussi leurs itinéraires qui sont singuliers, car elles ont toutes les 2 choisi à un moment donné de changer de vie. Alors la première s'appelle Juliette May, elle est couturière et elle s'est spécialisée dans des créations en lin, une matière dont elle est passionnée. Écoutez son parcours. Cette entreprise, elle est née d'une reconversion professionnelle. J'étais chercheur en neurosciences initialement. J'ai eu un accident assez grave qui a un peu remis en question mes perspectives de carrière. Et donc j'ai décidé de créer une activité qui me permettait de travailler à mon rythme et dans un cadre privilégié. Je suis partie m'installer en Corrèze. Donc à Mémac, c'est ça? À Mémac, sur le plateau de Millevaches, un endroit fabuleux. Pourquoi le lin, coup de foudre matière, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'aime que les gens viennent voir, et viennent me rencontrer et viennent toucher les matières. Parce que je pense que c'est hyper intéressant, surtout au jour d'aujourd'hui où on vend beaucoup de choses textiles dans différents matériaux, dont des dérivés pétrochimiques. Ça, voilà, rien à voir. Et le tombé, et le drapé que ça offre. Et Des vêtements agréables à porter aussi. exactement. Extrêmement agréable à porter quand les températures montent, là, l'été, etc. C'est vraiment fabuleux. Le lin, ça a tout bon. C'est thermorégulateur,
Voilà, ça laisse respirer, les odeurs ne marquent pas sur les vêtements, enfin bref. On sent votre passion pour cette matière. C'est une matière formidable et à travailler c'est un plaisir. Voilà, moi j'aime beaucoup travailler avec les couleurs, broder. Ça laisse libre cours à la créativité en tout genre, mais je prends beaucoup de plaisir. Vous êtes labellisée ? Je suis labellisée, oui, Origine Corrèze. Ça regroupe tout un type d'artisanat, donc aussi bien de la création textile que de la poterie, que de la production de charcuterie ou de miel. L'entièreté du processus de fabrication a lieu sur le territoire. Ouais. Et donc ça a été créé pour mettre à l'honneur le travail de notre région. Est-ce qu'il y a un savoir-faire textile en Corrèze ? Alors pas à ma connaissance. Mais on est là pour... Il y a des couturiers, hein, mais c'est pas comme à Lyon avec les tisserands ou dans le nord de la France. Donc voilà, c'est nouveau. On est là pour apporter la nouveauté. Exactement. Poursuivre vos pas. Et c'est déjà génial aussi de pouvoir... c'est l'occasion, ce label en plus, de rencontrer les différents artisans et de créer un peu une émulsion. Puis on voit beaucoup... on est chauvin, vous allez dire, mais du coup, c'est vrai qu'en fait, ça donne envie aussi de s'ouvrir à ce qui se fait autour de nous et ça crée aussi une microéconomie circulaire qui est super intéressante. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a cette mise en lumière dans ce salon aussi qui tombe à point. Oui, carrément. Alors, quelles sont les perspectives de développement de Juliette May ? Alors, de développement, c'est assez particulier parce qu'en fait, moi, j'ai pas l'intention de me développer dans le sens actuel, on l'entend pour les entreprises. Il n'y a pas de perspective ou de croissance particulière. Le but, c'est que j'arrive à dégager, moi, un salaire décent pour vivre. Et en toute transparence, je me suis dit que si j'arrivais à me sortir le SMIC, c'était déjà hyper bien. Donc, j'ai lancé en avril, il y a 1 an et demi. Et si dans 1 an et demi, je peux me sortir 1 200 €, je suis très heureuse. Mais sachant que je suis dans un cadre qui le permet, que la vie en Corrèze, ça n'a rien à voir avec le rythme de vie parisien, etc. Mais voilà, et si j'arrive à continuer à faire ce qui me plaît, surtout, vivre de ma passion, voilà, j'aurai la plus belle vie. Et cette passion, on la sent vraiment à vous entendre parler. C'est gentil, en tout cas, oui, je l'ai. Après, j'espère, ce que j'aime, c'est que les gens s'arrêtent et comme ça touchent les matières, un peu transmettre ça, quoi. Ouais. Et les belles matières, on a la chance de la produire en France. En plus, on est les premiers producteurs mondiaux quand même en Normandie. Je veux dire, pourquoi aller acheter? Et puis ça demande rien comme intrant, il n'y a pas besoin d'arrosage. Enfin bref, le lin, c'est quand même formidable. Absolument. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et bon salon. Merci beaucoup. Et pour découvrir les créations de Juliette, il y a un site. Ça, c'est la bonne nouvelle, Thibaut. Le site, c'est tout simplement son nom, Juliette May, Juliette de TE, mais may.com. Alors, il faut le dire, ce salon du Made in France qui s'est clôturé il y a quelques jours, quelques semaines, a été un franc succès. On a eu une affluence record cette année. C'est ça, plus de 110 000. Ils étaient à peu près à 100 000 personnes, 100 000 visiteurs l'année dernière. 110 000, on peut imaginer l'année prochaine battre encore des records. On s'intéresse vraiment à la production locale. Enfin, moi, je l'ai senti. Et la production Made in France. Et puis il faut le rappeler, c'est toujours juste avant les fêtes de fin d'année. Oui, donc c'est important. C'est toujours aux alentours de ce fin octobre, début novembre. Oui, la semaine de novembre, autour du 11 novembre. Et pour les artisans qui sont présents, pour les entreprises, c'est un moment qui est très important. On sait bien, la majorité des Français font leurs achats de Noël à cette période-là. Oui, c'est le fameux Q4, quatrième trimestre. Alors, quelle est cette deuxième artisane qui a changé de vie et que vous avez rencontrée? Alors, elle s'appelle Camille Adé. Elle est installée dans le Tarn, à la Bruguière, et elle fabrique et elle rénove des abat-jours. Alors j'ai découvert cet artisanal d'abat-jours, et on va l'écouter, elle va nous raconter comment elle l'a découvert. J'ai un secret, j'étais bijoutière, joaillière pendant 15 ans avant de me reconvertir dans les abat-jours, et c'est vraiment en décorant ma maison que j'ai découvert ce métier. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a des techniques pour fabriquer des abat-jours, et je me suis formée avec un maître artisan d'art. Il y en a encore beaucoup des maîtres artisans d'art, abat-jouristes? Il commence à y en avoir un petit peu. Il faut 10 ans de pratique pour devenir maître artisan d'art. Cette dame, elle est proche de la retraite, celle qui m'a formée. Aujourd'hui, je fais partie d'un réseau, on est 200 et on espère vraiment refaire découvrir ce métier. Parlez-moi de vos créations, là. On est en face d'un abat-jour. Je crois que ça mélange de tulle et de tissu, c'est ça? Tout à fait. Donc là, c'est un double abat-jour. Vous avez la partie supérieure qui est en dentelle,
avec un fil d'or, ce qui lui donne déjà de la luminosité par lui-même. Mais je l'ai travaillé tout en transparence avec un tulle à l'intérieur, vraiment pour qu'il soit très éclairé. Et la partie basse de l'abat-jour, elle est en mousseline de soie et c'est elle qui nous cache la lumière pour bien sûr abattre le jour. L'abat-jour abat la lumière pour dévoiler juste la transparence. Est-ce qu'on peut parler de sa forme très particulière? Oui, alors une double tulipe, on pourrait dire. Je l'ai voulu vraiment vers le haut, comme une fleur qui éclot, et ça va vraiment dans une pièce éclairer un mur et donner vraiment une ambiance feutrée. Chaque pièce est unique? Oui, tout à fait. C'est quelque chose auquel je tiens, de ne pas faire de série. Mon but est vraiment de faire des formes nouvelles et donc ça la demande de la pièce unique et du travail sur mesure. Vous venez du Tarn, votre atelier se situe où? À La Bruguière, dans le Tarn. C'est en dessous d'Albi. On est vraiment perdu dans la campagne, mais on a quand même Toulouse qui est proche et aujourd'hui on travaille très très bien à distance. Est-ce que c'est important pour vous d'être ancré dans un territoire? Oui, c'est important parce qu'on a des acteurs qui nous suivent. Là aujourd'hui, j'ai mon président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Tarn qui est présent, qui soutient mon parcours et ça aussi c'est très important de ne pas se sentir seul. Et quand on est dans un petit territoire, du coup on se connaît peut-être un peu mieux. En tout cas, c'est ce que je veux croire. Donc c'est ce qui est bien. Voilà, vous êtes attaché à votre territoire. Tout à fait. Alors, où peut-on trouver vos créations? Alors là, vraiment, pour l'instant, ce sont des expositions éphémères. Là, j'ai des projets pour 2025. Il faut me suivre sur les réseaux ou sur mon site internet pour savoir les endroits où je vais exposer, puisque c'est la pièce unique. Et après, tout le sur-mesure se fait vraiment en partenariat avec mon client. Donc, n'hésitez pas à me contacter à l'atelier pour travailler ensemble. Merci beaucoup Camille. Merci. Et bon salon. Merci beaucoup, au revoir. Et pour être complet, Thibaut, Camille AD, elle aussi, a son site. Oui, elle aussi, donc c'est tout simple. Camille, comme Camille, AD, les lettres ad.com, tout attaché. Voilà. Et il faut le dire, vous avez eu beaucoup de mal à faire votre choix encore cette année. C'est tellement riche, on a envie de parler de tellement de monde. Et, voilà. Et puis les gens sont disponibles, les exposants sont passionnants et passionnés. C'était un plaisir d'aller à ce salon du MIF 2024. Et puis des secteurs très variés, ça aussi, c'est important de le dire. Voilà, de gastronomie, artisanat, tech, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, on rappelle l'opération Les Jours Tricolores qui normalement ont lieu jusqu'au 2 décembre, mais qui pourrait être encore plus décalée parce qu'il y a une envie de la part de toutes ces marques françaises, elles sont 300 en tout, à valoriser ce Made in France, à faire en sorte qu'il n'y ait pas que cette période du salon du Made in France, où il y a cette effervescence et cette dynamique qui est très agréable pour tous ces entrepreneurs, mais que ça puisse se reproduire tout au long de l'année. Merci encore Thibaut. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Une petite idée de là où on va aller? Je pense qu'on va prendre un grand bol d'air dans une très belle région. Quoi, pas du côté du Tarn encore? Non. Sa région de cœur, on tient à le dire. Non, de Gers. Ah oui, c'est le Gers, pardon, c'est le Gers. Majesté, le Gers. Merci beaucoup Thibaut. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble de nouveaux parcours, de nouveaux talents. Merci d'être toujours aussi nombreux. Bonne journée à vous, bon dimanche à tous. Et donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté Sud Radio, c'est ça la France.